Ici, on va aller voir la prairie pour laquelle on a eu le prix de la plus belle prairie de Wallonie l'année passée, qu'on exploite déjà depuis plus de 50 ans dans la famille. Parce que mon grand-père, après mon père et puis moi. Et j'espère mon fils après. Ah non, Fifi. Hein? Ah, Greta. Moi, elles ont des noms, moi. On est donc une ferme polyculture élevage. On traite 40 vaches annuellement. L'étable est faite pour 50, mais bon, je ne l'ai jamais remplie non plus parce que je ne veux pas acheter de bétail. Ici, on a plus de renouvellement, donc on va pouvoir augmenter le nom. Mais donc on est en autonomie complète. Les vaches ne sont nourries qu'à l'herbe et aux céréales immatures. Il y a juste un peu de paille que je dois acheter parce que malheureusement, ça, on n'en a pas assez. On composte toutes nos fumiers pour justement fertiliser nos sols. On a un troupeau donc, de blanc-bleu mixte et de normande une race qu'on a choisie pour justement la capacité à transformation en fromage pour le lait. On est ici sur une ferme familiale, typique du Condro dans le sens où c'est une ferme de polyculture élevage, donc sur laquelle on cultive et on élève. La ferme est une exploitation laitière, donc on produit du lait qui est en grande partie valorisé via notre coopérative de producteurs Biomilk. Et on en prend à peu près 10% pour la transformation de produits ici sur la ferme, notamment des yaourts qui sont commercialisés via le magasin de la ferme et aussi via toute une série de petits magasins locaux avec lesquels on travaille en direct. Moi j'ai des vaches qui produisent 6 000 litres. Il y a des gens qui seraient malades de traire des vaches à 6 000 litres. J'ai des potes qui ont des troupeaux à 10 000 litres de lait par vache et par an. Mais moi je ne suis pas techniquement capable de traire des vaches à 10 000 litres et ça ne me correspond pas. Parce qu'on fait de la gestion par vache et c'est extrêmement pointu et c'est pas mon métier. Moi, voilà, ce qu'on fait là aujourd'hui, mettre mes vaches en condition pour qu'elles expriment leur potentiel de manière naturelle, etc. Ça, c'est ce que j'aime faire. Par contre, je veux que ma ferme soit productive. La terre, la moindre des choses pour la respecter, c'est de lui permettre de produire de la nourriture. Et je crois qu'on le fait pas mal ici sur la ferme. Quand on met en balance des rendements à l'hectare, on doit aussi mettre en balance ce qu'on apporte pour produire ce rendement. On produit moins que beaucoup de fermes, notamment des fermes conventionnelles. Mais on n'importe rien, on ne fait qu'exporter. La vache coûte moins cher à nourrir aussi en bio. Elle donne moins, mais elle coûte moins cher à nourrir. Donc la balance, elle s'équilibre. On ne gagne pas plus, mais on ne gagne pas moins qu'avant non plus. Techniquement parlant, la ferme est plutôt fortement productive. On est passé au bio, pas sur un coup de tête. On travaillait déjà plus ou moins comme ça, je vais dire, mais on n'était pas certifié, bien sûr. Ce qui nous a décidé aussi, c'est que moi, à chaque fois que je pulvérisais, je revenais, j'avais mal la tête pendant 2 jours. Et puis je ne voulais plus dépendre non plus des fournisseurs d'engrais, des fournisseurs de phyto, parce que pour moi ils viennent vendre les semences qu'il faudra traiter après, qui sont trop sensibles. C'est comme le pompier qui met le feu et après il vient éteindre l'incendie. L'agriculture biologique, elle est basée sur la vie du sol, c'est vraiment la base de l'agriculture biologique. Les micro-organismes du sol sont vraiment un allié dans n'importe quelle culture et dans la vie de la ferme. Et c'est aussi pourquoi, dans un modèle idéal de ferme biologique, chez Nature et Progrès, on prône la polyculture élevage, parce que le lien entre l'animal et le végétal est très important. L'animal va fertiliser les parcelles sur lesquelles on va produire son alimentation pour le nourrir, et c'est vraiment un cycle très important en agriculture biologique. Le bio, déjà, c'est une philosophie, il faut adhérer. Moi, je le dis tout le temps, celui qui fait le bio, rien que pour avoir les primes, il va se planter. Il faut déjà avoir ça dans la tête pour dire de vraiment se lancer dedans. Quand nous, on est passé en bio, fait des années 90, il n'y avait rien à acheter en bio. Ça veut dire qu'on n'avait plus rien à nous vendre, ça veut dire qu'on n'avait plus de conseils techniques. Et donc, le fait de passer au bio, ça vous isole un peu par rapport à toute cette sphère de technico-commerciale et donc ça vous fout un sacré coup de pied au cul. Vous êtes obligé de recommencer par vous-même à aller chercher de la connaissance, à réfléchir par vous-même, vous êtes devant des problèmes, vous avez très peu de personnes qui vont vous amener des solutions toutes faites. Et donc ça vous remet dans votre vrai métier d'agriculteur, de paysan qui est dans un milieu et qui doit faire face, qui doit réfléchir. Oh, ma mère.
Maintenant, avec Bio-Wallonie, il y a quand même un encadrement technique qui est là, qui ont des gens qui ont été agriculteurs, qui sont encore agriculteurs et qui travaillent dans la structure Bio-Wallonie. J'aime bien ça, hein, les papouilles. Oh, allez toi, jalouse. Hop. On se retrouve finalement avec des gens en face de nous qui décident de dire voilà, j'en ai marre d'être dépendant de tout de A à Z. Je veux vraiment retrouver mon système à moi. Je veux maîtriser mes coûts et la valorisation derrière est un plus. Maintenant, tout le monde n'y arrive pas, il ne faut pas rêver. La filière du marché local est super. Maintenant, il faut bien s'imaginer ça dans la masse de production. On n'est pas forcément sur quelque chose de toujours hyper représentatif du marché. Ce qui peut faire peur en agriculture bio quand on se lance dedans, finalement, c'est de se retrouver finalement sans aucune solution phytopharmaceutique pour pallier à certains problèmes. Ce que nous apportons derrière, finalement, c'est une autre vision de la chose, c'est apporter un support, enfin, se réapproprier la façon de travailler de façon purement agronomique, valorisation des engrais verts, valorisation des effluents d'élevage, et aller chercher des variétés semencières plus résistantes qui permettent finalement de voir des céréales pousser de façon totalement saine, sans risquer d'avoir d'atteinte de pathogènes, de façon 100% naturelle et sans intervention humaine. L'agriculture biologique puise son origine dans le rejet de l'agriculture intensive d'après-guerre, où on a vraiment essayé de produire de manière intensive et en grande quantité. Il y a un grand nombre de consommateurs, de producteurs et même d'agronomes qui ont eu envie de retourner à quelque chose de plus proche de la terre, avec un peu moins de standardisation que ce que l'agriculture d'après-guerre proposait. Et c'est un peu dans ce contexte-là qu'est née aussi l'association Nature et Progrès, dans les années 60 en France et 70 en Belgique. Et donc vraiment, ce sont des groupes de personnes, consommateurs, producteurs, etc., qui ont voulu redéfinir ce qu'était pour eux l'agriculture et qui ont décidé d'appeler ça agriculture biologique et de définir des règles de production et des principes au sein de cahiers des charges pour pouvoir les diffuser et pour pouvoir aussi cadrer cette agriculture biologique. J'ai des témoignages d'agriculteurs de cette époque-là qui me disent que ce qui les choquait, c'était vraiment d'essayer de créer la vie à partir de la mort, parce que pour eux, ils mettaient des produits qui tuaient la vie sur leur parcelle, alors qu'ils essayaient de créer la vie en cultivant de l'alimentation. Tout ce travail qu'ils ont fait, ça a permis une reconnaissance officielle de cette agriculture biologique dans les années 80 en France, où la première homologation d'un cahier des charges national, ça a été un cahier des charges de Nature et Progrès pour les productions végétales. Et c'est sur base de ce travail-là et aussi de travail d'autres associations dans d'autres pays que le premier règlement européen bio a été homologué en 1991. Et c'était la première fois qu'on réglementait l'utilisation du terme biologique et aussi qu'on mettait en place des contrôle officiel. Il a fallu attendre les années 2000 pour que ce règlement s'étende à la production animale. On est allé au départ pour le bio pour la valeur ajoutée, enfin pour l'opportunité économique. Mais au jour d'aujourd'hui, le bio est un socle sur lequel nous, la transformation, la valorisation à la ferme, le contact avec les clients, etc. C'est des trucs qui ne sont pas dans le cahier des charges bio, mais qui sont venus progressivement. On a la chance de pouvoir mettre nos valeurs. Donc je crée de l'emploi, je crée des emplois de qualité. J'ai des animaux, j'estime que mes animaux doivent être heureux et avoir une vie saine dans ma ferme et faire ce qu'ils ont envie de faire. Et donc en ça, on a un métier qui est difficile mais qui est fabuleux. On a des grosses opportunités si on ne se fait pas renverser par nos vaches. À l'heure actuelle, le règlement qu'on applique, il date de 2007 et il est en cours de révision. Normalement, on va avoir encore un nouveau règlement. Ça va sûrement être repoussé en 2022 vu la situation. Et dans ce nouveau règlement, on va élargir encore un peu plus les champs d'application. Et malheureusement, en tout cas, du point de vue Nature et Progrès, on va vers des règles qui reviennent un peu à une standardisation qui a été rejetée par les pionniers du bio à la base et qui peut-être va permettre une sorte d'intensification de l'agriculture biologique. L'UNAP, c'est l'Union nationale des agriculteurs bio. Elle encourage les agriculteurs à travailler en collaboration, à travailler ensemble, plutôt que d'être concurrents. Elle participe aussi à l'élaboration du nouveau plan stratégique bio Horizon 2030. C'est ce qui va, je dirais, fixer les objectifs du gouvernement pour l'avenir du bio. Il va falloir, si on veut que ça devienne une courbe et que ça monte à 30%, avoir d'autres objectifs dans le soutien du bio. Pour faire un acte politique global, il faut consommer bio, mais aussi local et en circuit court. Ainsi, on s'assure vraiment de
consommer 2 saisons, parce qu'en consommant local, on va consommer que 2 saisons par rapport aux productions wallonnes. Et en allant chez le producteur, on va s'assurer d'une certaine équitabilité du prix qu'on va lui offrir. Et même souvent, on va aller vers du zéro déchet. Il faut que le bio reste attractif et qu'il y ait quand même un soutien financier de la part du gouvernement wallon. Parce que être bio, c'est quand même rendre service à la société. Ce n'est qu'une rémunération pour un service rendu à la société. Pour voir finalement l'agriculture biologique continuer à se développer, c'est finalement de garder un encadrement neutre, honnête et indépendant, que ce soit via les ASBL comme Biolonie, via le programme wallon de développement rural, qui sont là vraiment pour permettre une émancipation du secteur bio et finalement pouvoir travailler de façon honnête et claire vis-à-vis des agriculteurs. Et penser qu'on n'arrivera pas à nourrir le monde avec l'agriculture bio, c'est complètement faux. On arrive à des potentiels de rendement qui sont là. On a des éleveurs, des producteurs et des cultivateurs qui sont capables de travailler très très bien et de produire vraiment de l'alimentation de qualité en masse. C'est vraiment finalement arriver à gérer la production et le débouché derrière. L'enjeu majeur, il est là. C'est de se dire, voilà, on a la filière de niche qui est là, on a besoin de plus de débit, on doit vraiment arriver à travailler sur cet aspect-là et à développer ce secteur-là pour finalement permettre à toute la production bio de s'écouler en bio et d'être accessible à tous. Sans évidemment retomber dans certains travers qui est d'écraser les prix, étrangler l'agriculteur et faire que finalement l'agriculture ne tient de nouveau pas la route d'un point de vue financier et économique.